bienvenue dans le Dinar déchaîné, votre rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer le monde. À la une aujourd'hui, un anniversaire qui bouscule l'Hexagone. En effet, Dalia, nous sommes en plein cœur des commémorations des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, texte fondateur de la laïcité en France. Une loi qui, aujourd'hui, est célébrée par certains comme un bouclier républicain et vue par d'autres comme une source de tension. Et c'est justement dans l'enceinte de nos lycées que ce débat est le plus vif. Séparer l'État et les religions, garantir la liberté de conscience. Le principe est clair, mais son application quotidienne soulève toujours d'énormes questions. Exactement. Au-delà des manuels d'histoire, quel est l'impact réel de la laïcité sur la jeunesse d'aujourd'hui? Et surtout, quelles en sont ses origines? Nous allons tenter de répondre à ces questions fondamentales aujourd'hui. Pour cela, nous allons d'abord remonter le temps. Nous reviendrons sur la genèse de cette loi historique qui se base d'ailleurs sur la liberté de conscience. Comme l'exprime l'article 1 de la loi, je cite, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Exactement. Ce texte, souvent réduit à une simple séparation, a en réalité établi un double pilier essentiel, la liberté de conscience pour tous les citoyens et la non-reconnaissance, le non-salariat et le non-subventionnement des cultes par l'État. Il est le point de départ de 120 ans d'équilibre délicat, de controverses et de réinterprétations successives. Tout à fait, Dalia. Comprendre le passé, c'est décrypter le présent. Nous verrons comment la loi de séparation des églises et de l'État a transformé l'espace public, pour le meilleur. C'est un sujet qui nous concerne tous, au Koweït comme en France. Il nous rappelle l'importance de l'équilibre entre la tradition, la loi et les principes civiques. De l'histoire à l'actualité brûlante, nous analyserons ensuite les controverses les plus récentes. Du port des signes religieux au débat sur les menus scolaires, la laïcité est plus que jamais sur le fil du rasoir. Pour ouvrir ce grand dossier, nous passons immédiatement à notre premier reportage avec un point historique. Amalie, Ryan, éclairez-nous. Que dit réellement l'article 2 de la loi de 1905 et comment a-t-il façonné l'école que nous connaissons? Le reportage, c'est tout de suite. Pour comprendre la loi de 1905, il faut d'abord revenir à 1789. C'est vraiment là que tout commence. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme pour la première fois que chaque individu possède des droits indépendamment de toute autorité religieuse. Son article 10 est explicite. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La Révolution place la liberté de conscience au cœur de son projet politique. Sans cette rupture fondatrice, aucune laïcité n'aurait été possible. C'est vrai, mais après 1789, la France n'entre pas immédiatement dans une ère de séparation. Le 19e siècle est au contraire marqué par un long bras de fer entre l'État et l'Église. Même si la République avance, l'Église catholique reste une force morale, éducative et sociale majeure. C'est dans ce contexte que les républicains cherchent à construire un État moderne où l'influence du religieux diminue progressivement. Et ce tournant s'opère réellement à partir des années 1880. Les lois scolaires de Jules Ferry en 1881 et 1882 sont essentielles. L'instruction devient gratuite, obligatoire et laïque. L'école échappe alors à l'influence du clergé pour devenir un outil d'émancipation républicaine. C'est une étape cruciale parce qu'elle installe la laïcité dans la vie quotidienne des Français, bien avant qu'elle ne soit inscrite dans une loi générale. Mais cette avancée renforce aussi les tensions. À la fin du 19e siècle, le monde politique se fracture. À gauche, les radicaux, les républicains et les socialistes défendent un État neutre qui ne soutient plus aucun culte. À droite, les conservateurs et les catholiques redoutent un effacement du rôle historique de l'Église et voient dans ces réformes un anticléricalisme agressif. Cet affrontement entre bloc des gauches et bloc des droites est central. Il prépare directement le débat de 1905. Et dans ce climat de tension, le système existant, le Concordat de 1801, apparaît de plus en plus incompatible avec les principes républicains. Pendant plus d'un siècle, il a permis à l'État de reconnaître et financer plusieurs cultes. Mais au début du XXe siècle, la République estime que ce modèle napoléonien est dépassé. Les crises autour des congrégations religieuses enveniment encore plus les relations. Et le gouvernement d'Émile Combes finit par rompre les relations avec le Vatican en 1904.
À ce moment-là, la séparation devient presque inévitable. C'est dans ce contexte explosif qu'interviennent les grandes figures de la loi. Aristide Briand, le rapporteur, cherche un compromis pour sortir du conflit, ni persécuter les croyants, ni maintenir des privilèges. Jean Jaurès défend une loi de liberté, garantissant l'égalité des cultes. Et même si Combe ne créa pas la loi, sa politique anticléricale dure a préparé le terrain en rendant le concordat impossible à maintenir. Finalement, la loi de 1905 est votée comme un compromis républicain. Elle met fin au concordat, cesse le financement public et consacre la séparation stricte entre l'État et les églises. Mais surtout, elle garantit à chacun la liberté de croire ou ne pas croire. C'est l'aboutissement d'un long chemin commencé en 1789, renforcé par les lois de Ferry, intensifié par l'opposition politique et rendu indispensable par l'impasse du système concordataire. Oui, et cette loi n'a pas été pensée comme une arme contre la religion, mais comme un outil de paix civile. Elle protège les croyants autant que les non-croyants, en empêchant l'État d'imposer ou de financer une croyance particulière. La séparation de 1905 marque donc l'équilibre final entre liberté individuelle et neutralité de l'État, un équilibre né d'un siècle de tensions, de débats et de compromis. Merci Amalie, merci Ryan. L'histoire nous a donc montré comment la loi de 1905 est devenue l'un des piliers de la République. Mais ce principe n'est pas une page figée dans les manuels. La laïcité est un cadre juridique vivant, constamment réinterprété et adapté aux évolutions de la société française depuis plus d'un siècle. Au fil du temps, la France s'est trouvée confrontée à une diversification culturelle et religieuse inédite. L'État a donc dû préciser ses règles afin de garantir à tous un espace commun fondé sur l'égalité. Un tournant décisif intervient en 1958. L'article 1er de la Constitution de la Ve République proclame explicitement « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». La laïcité n'est pas seulement le fruit de la loi de 1905, elle devient un principe constitutionnel. Mais c'est bien au XXIe siècle que les ajustements les plus visibles apparaissent. L'école, lieu essentiel de construction du citoyen, devient un terrain de tension croissante à partir des années 1980. Une série d'affaires médiatisées, notamment les affaires du foulard, à Creil en 1989, interrogent l'application de la laïcité dans les établissements scolaires. Ces situations, largement reprises dans la presse, conduisent à un débat national. Comment garantir un climat d'apprentissage apaisé tout en respectant les croyances de chacun? Face à ces interrogations, le législateur adopte en 2004 la loi interdisant le port des signes religieux ostensibles à l'école. L'objectif est clair, renforcer la neutralité scolaire afin de préserver l'égalité entre les élèves et prévenir tout risque de pression ou de prosélytisme. Cette loi marque un point d'équilibre entre liberté individuelle et protection de l'espace éducatif. Le Conseil d'État résume cette philosophie en une formule devenue classique. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions, mais elle impose aux agents publics une stricte neutralité. Autrement dit, la laïcité ne restreint pas la liberté des citoyens, elle encadre surtout celle des représentants de l'État, afin d'assurer une équité totale dans le service public. Plus récemment, d'autres événements ont amené l'État à réaffirmer ce principe. Les attentats de 2015, puis plusieurs affaires liées à des dérives communautaires ont mis en lumière la nécessité de lutter contre les influences dites contraires aux valeurs républicaines. C'est dans ce contexte que naît en 2021 la loi confortant le respect des principes de la République, parfois appelée loi contre le séparatisme. Elle renforce le contrôle des associations cultuelles, encadre davantage les financements étrangers et impose des obligations accrues de transparence. Ainsi, la laïcité s'adapte, se précise et se renforce, preuve qu'elle demeure, encore aujourd'hui, un principe fondamental pour préserver l'unité et la cohésion de la République. Retrouvons à présent Ryan et Amalie avec une courte parenthèse avec la lecture d'Olivier du discours d'Aristide Briand sur la séparation de l'Église et de l'État. Messieurs les députés,
L'œuvre à laquelle nous travaillons n'est pas une œuvre de tumulte, mais une œuvre de conciliation et de vérité. Notre ambition n'est pas de faire une loi de guerre, mais une loi de paix et d'apaisement pour la République. Notre projet de loi sur la séparation des Églises et de l'État repose sur un double fondement, indissociable. D'une part, l'affranchissement de l'État. Par l'article 2, la République proclame qu'elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne désormais aucun culte. Nous mettons fin à cette situation où l'État est otage d'une tutelle religieuse et nous proclamons sa souveraineté entière dans ses affaires temporelles. D'autre part, et c'est le point fondamental, l'émancipation des consciences. L'article 1er garantit la liberté de conscience à tous les citoyens et assure le libre exercice des cultes sous les seules restrictions nécessaires à l'ordre public. L'État n'est plus maître des cultes, il en devient garant. L'Église n'est pas détruite, elle est libérée. L'État n'est pas hostile, il est neutre. Nous vous le disons clairement. Cette loi que nous faisons est une loi libérale et elle doit être interprétée comme telle. Nous ne voulons persécuter personne. C'est pourquoi nous tenons à affirmer que, toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte interprétation, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. Merci à tous pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à travers l'histoire, le droit et l'actualité, nous avons vu que la laïcité n'est ni un mot figé, ni un concept abstrait. C'est un équilibre fragile construit patiemment depuis 120 ans entre liberté individuelle et neutralité de l'État. Un principe parfois contesté, souvent débattu, mais toujours essentiel pour garantir un espace commun où chacun peut vivre, apprendre et croire, ou ne pas croire, en toute liberté. À l'école, dans l'espace public ou au sein même de la République, la laïcité continue de poser des questions fondamentales. Comment protéger l'unité sans effacer les identités? Comment affirmer la neutralité sans restreindre les libertés? Ce sont des débats, parfois vifs, qui montrent que le sujet reste plus vivant que jamais. Une chose est sûre, la laïcité est un héritage, mais aussi un horizon. À nous tous, citoyens d'aujourd'hui et de demain, d'en préserver la promesse, celle d'une société juste, apaisée et capable d'accueillir toutes les convictions. Merci encore pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Dinar enchaîné. D'ici là, restez curieux, restez informés et surtout, restez déchaînés. La laïcité, un mot qu'on entend partout, mais avant d'être un principe, c'est une longue histoire. Et ça commence quand exactement? Et c'est comme ça qu'on trouve x variable unique de... Tu peux m'envoyer tes notes? D'accord. Viens, on part dans la CDI? Allons-y. Attends, c'est quoi ça? On dirait un livre oublié depuis 1000 ans. Si on l'ouvre, on libère un fantôme des années 1900. Messieurs, mesdames dans les tribunes, silence, je vous en prie. L'ordre du jour rappelle la discussion finale sur le projet de loi de séparation des Églises et de l'État, aboutissement d'un long chemin entamé depuis la Révolution française lorsque la Déclaration des droits de l'homme proclama la liberté de conscience. La parole est à vous, Monsieur Valmont. Messieurs, depuis plus d'un siècle, la nation avance vers un principe essentiel, la neutralité de l'État. Des premiers pas de 1789 à l'école laïque de 1882, la République n'a cessé d'affirmer que nul culte ne doit dominer l'espace public.
Nous ne cherchons ni à combattre la religion, ni à la remplacer, mais à établir un État impartial qui n'en favorise aucune et n'en combatte aucune. Silence, s'il vous plaît. Ce texte n'est pas un texte contre l'Église, mais un texte pour la liberté. Monsieur Valmont, vous présentez cette loi comme l'aboutissement naturel de notre histoire, mais je n'y vois qu'une rupture dangereuse. Depuis des siècles, le catholicisme façonne nos campagnes, nos familles, nos traditions. Toucher à cet équilibre, c'est risquer de blesser l'âme de la France. Si l'État se retire soudainement, que deviendront nos prêtres, nos églises, nos fidèles? Ils deviendront libres, Monsieur Lefort, libres de vivre leur foi sans intervention de l'État, libres de s'organiser, libres de prier. La République ne confisque pas la foi, elle s'en écarte pour mieux la laisser vivre. Messieurs les députés, permettez la voix d'un instituteur. Depuis 20 ans, j'accueille dans ma classe des enfants de toute croyance et de toute origine, sans jamais les distinguer. L'école, héritière des lois Ferry, ne peut devenir un hôtel. Elle doit demeurer un lieu de savoir. Comment donc transmettre la liberté si l'État lui-même n'est pas neutre? Mesdames et messieurs dans les tribunes, s'il vous plaît, je vous rappelle le règlement. Mais vos paroles eux-mêmes rappellent à cette assemblée que l'instruction et la liberté de conscience sont des piliers de la République moderne. J'entends les grands principes, Monsieur le Président, mais j'entends aussi les cloches de nos villages et je crains qu'elles ne sonneront bientôt plus. Elles sonneront, Monsieur Lefort, elles sonneront parce que les fidèles les feront sonner, et non parce que l'État les finance. Et c'est là, précisément, la dignité de la foi dans un pays libre. La discussion est close. Après avoir procédé au vote, la loi est adoptée. Vive la République! Décembre 1905, une loi fonde un nouvel équilibre, ni pour ni contre les religions, mais libre pour chacun. Donc, en 1905, on n'était pas contre la religion. Exactement, c'était pour mettre tout le monde au même niveau. Et donc, après 1905, ça s'arrête là? Non, pas du tout. 1905, c'est que le point de départ. Après, la laïcité continue à évoluer avec la société. Et donc, tu vas voir, chaque époque lui ajoute un nouveau chapitre. Un chapitre, donc, comme une histoire qui se construit? Oui, exactement. Par exemple, en 1958, la Constitution de la Ve République écrit clairement « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Et donc, c'est la première fois que le mot laïque est gravé dans la Constitution. Donc là, il ne s'agit pas juste d'une loi, mais un principe fondamental, avec les évolutions, par exemple, liées à l'école. Oui, tu te souviens des lois Ferry avant 1905, et donc elles se renforcent avec le temps, notamment avec la loi du 2 janvier 1907 qui autorise l'exercice public des cultes et donc précise les conditions dans lesquelles les édifices religieux peuvent continuer à être utilisés après la séparation. Ah oui, j'en ai entendu parler. Et même après plusieurs années de débats, on adopte la loi de 2004 avec l'interdiction des signes religieux ostensibles dans les écoles publiques pour rappeler que l'école doit rester neutre comme l'avaient imaginé nos instituteurs de 1905. Et oui, donc la laïcité s'adapte à chaque génération. Par exemple, en 2013, on crée la charte de la laïcité à l'école pour expliquer clairement les droits et les devoirs. Et puis en 2021, la loi confortant les principes de la République renforce l'encadrement du financement des cultes, des associations, de la neutralité des services publics, etc. En gros, la laïcité, c'est vivant, ça bouge avec les problèmes de son époque. Exactement, et c'est surtout la logique qui reste la même. Protéger la liberté de conscience, assurer la neutralité de l'État et finalement de garantir que tous les citoyens sont égaux, peu importe leurs croyances. Tu sais quoi, avant, je pensais que la laïcité était juste une vieille loi de 1905. Maintenant, je vois que c'est une histoire qui continue d'être écrite. Et maintenant, notre génération est en train d'écrire un nouveau chapitre.
Aujourd'hui, la laïcité souffle ses 120 bougies. Sur les murs des écoles, dans les discours politiques, dans les débats télévisés et parfois même au cœur des tensions, elle se trouve partout. C'est son cadre qui permet à des millions de personnes, quels que soient leurs horizons, de vivre ensemble sous les mêmes règles. Cependant, la laïcité d'aujourd'hui n'est plus celle de 1905 qui met fin au concordat de Bonaparte. Elle doit faire face à de nouveaux enjeux, la diversité religieuse, la visibilité des croyances dans l'espace public, les réseaux sociaux qui amplifient tout, etc. Et c'est là que naît la polémique. La laïcité doit-elle rester stricte ou doit-elle évoluer avec la société pour s'adapter à des pays plus divers qu'au début du XXe siècle ? Elle représente aujourd'hui un équilibre fragile, mais ouvre la porte à tout le monde au même niveau. Elle demande aussi qu'on la comprenne parce que c'est ce défi de vivre ensemble qui nous appartient chaque jour, aujourd'hui comme demain. Pour le moment, focalisons-nous sur la laïcité à l'école. Et quand même 120 ans, ce n'est pas rien. Voyons voir les différentes opinions sur la laïcité ici au lycée. Bonjour. Alors, la laïcité, je crois que c'est unique au monde. C'est vraiment typique à la France. C'est vraiment la séparation du religieux par rapport à l'État. Ça dépend de la souveraineté de chaque pays. Voilà, je vous remercie. Je dirais que la laïcité, c'est le fait de toujours se respecter. Même lorsqu'on est différentes cultures, différentes religions, on peut rester ensemble et on peut s'amuser sans qu'il y ait de problème. Alors la laïcité pour moi c'est le respect de tout le monde et l'indépendance de la conscience. Donc la laïcité c'est le fait de croire ou ne pas croire, ou d'être neutre par rapport aux religions. Oui. Bonjour. C'est quoi la laïcité? À mon avis, c'est respecter toute religion, respecter toute avis religieux. Voilà, c'est être neutre en fait par rapport à toute avis. Un seul mot pour qualifier la laïcité, c'est personnel. L'inclusivité. L'universalité. Neutre. Neutralité. La liberté de culte. L'égalité. Le respect. La tolérance. L'unité. Respect. À quoi ressemblera la laïcité dans 50 ans? Sera-t-elle capable de guider une société où tout change si vite, où les croyances circulent partout et où les débats deviennent parfois plus intenses? La laïcité devra être comme un fil invisible mais essentiel qui permet de relier les individus malgré leurs différences. Elle devra donc protéger la liberté de chacun en garantissant une paix, une cohésion sociale. Cependant, dans un monde qui est plus connecté que jamais, elle sera confrontée à de nouvelles questions. Par exemple, comment peut-on concilier notre identité personnelle et notre espace public? Ou comment peut-on transmettre nos valeurs aux générations qui grandissent dans un monde numérique et donc globalisé? Si la laïcité reste fidèle à sa mission, c'est-à-dire si elle permet de garantir la liberté, l'égalité et le respect de tout, elle continuera d'être une promesse pour tous ceux qui veulent vivre ensemble sans imposer leurs croyances. Et donc la laïcité permet de garantir que chacun puisse penser, croire et agir librement. Dans les couloirs de notre lycée, tout le monde vit ses histoires. Mais qu'est-ce qui nous permet de coexister? Avant de répondre, bienvenue dans Parlons Civisme, notre podcast dédié aux grands principes qui structurent la vie citoyenne. Dans cet épisode, nous discuterons sur ce qu'on appelle vraiment la laïcité. On en parle souvent, mais on ne réalise pas toujours comment elle s'applique dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on vous amène dans un voyage à travers l'histoire et le quotidien de la laïcité en France. Allons-y! Eh bien Céline, quelle est la loi dont tout le monde parle et qui est apparemment si importante?
Cette loi constitue la base de la laïcité en France. Elle établit la séparation complète entre les églises et l'État. Concrètement, cela signifie que l'État ne favorise aucune religion et doit rester neutre dans toutes ses actions. En affirmant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, la loi du 9 décembre 1905 établit un cadre commun qui protège les libertés individuelles tout en assurant l'égalité de tous les cultes et de tous les citoyens, croyants et non-croyants. Autrement dit, la liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de religion sans subir de pression. Et ce droit de ne pas croire est souvent oublié. Beaucoup pensent que la laïcité ne concerne que les religions, mais elle protège aussi ceux qui choisissent de ne pas avoir de croyance. C'est un équilibre subtil entre liberté individuelle et respect de la société. Donc l'État ne finance aucune religion, ne reconnaît aucune confession et ne salarie aucun membre religieux? Exactement. L'article 2 de cette loi démontrant la neutralité de l'État qui ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte est essentiel. Les lieux publics, comme les mairies ou les tribunaux, doivent rester neutres. Cela permet à tous les citoyens, quelle que soit leur conviction, de se sentir égaux devant la loi. On peut aussi voir cela dans les débats ou projets collectifs à l'école. La loi de 1905 fournit un cadre qui rend la cohabitation possible et juste. Elle garantit également l'ordre public et l'exercice de la fraternité. Estelle, penses-tu que ce cadre est encore utile aujourd'hui, avec toutes les diversités que nous connaissons? Absolument. Par exemple, dans une classe, des élèves peuvent avoir des convictions très différentes. C'est grâce à cette loi que personne n'est jugé ou mis à l'écart. Cela permet de développer le respect et l'empathie entre élèves. C'est ce qui permet à une démocratie de fonctionner harmonieusement. Après avoir parlé de la loi elle-même, je me demande, est-ce que cette laïcité est apparue du jour au lendemain, ou bien c'est le résultat d'un long processus? Non, c'est le fruit d'un mouvement historique assez long. C'est l'aboutissement d'un processus d'émancipation de l'humanisme à la Renaissance. À cette époque, les penseurs valorisent la liberté de penser, la curiosité intellectuelle et la critique des dogmes établis. Ensuite, les Lumières au XVIIIe siècle poursuivent cette démarche. Les philosophes comme Voltaire et Montesquieu défendent la raison, la tolérance et la liberté d'opinion. L'objectif est que chaque individu puisse réfléchir par lui-même, exercer son jugement critique et ne pas se contenter d'accepter aveuglément les autorités établies. De même, la Révolution française renforce encore cette idée. Elle affirme les droits de l'homme et limite le pouvoir exclusif des institutions religieuses. C'est une étape essentielle pour poser les bases d'une société plus égalitaire. Puis, les lois scolaires des années 1880 de Jules Ferry concrétisent ce mouvement en France. Elle instaure une école publique, laïque, gratuite et obligatoire, accessible à tous les enfants, quelle que soit leur origine ou leur conviction. La loi de 1905 n'est pas un accident, mais le résultat de plusieurs siècles. Tout à fait. Ce mouvement, commun à l'ensemble des démocraties libérales, est désigné par le terme sécularisme. Il prend certes des formes différentes selon les sociétés et leurs histoires, mais toutes partagent des principes fondamentaux. La liberté religieuse et l'indépendance de la puissance publique vis-à-vis des églises. En d'autres termes, ce mouvement garantit que ni l'État ni une religion ne peuvent imposer leur vision à tous. Il s'agit d'un cadre qui protège la diversité des opinions et assure la cohabitation pacifique dans une société pluraliste. Mia, si tu devais expliquer ce que la laïcité nous apporte au quotidien, comment le décrirais-tu? Elle incarne parfaitement la devise de la République française. Liberté, égalité et fraternité. Oui, et ces mots ne sont pas seulement gravés sur un mur ou dans les livres d'histoire. Ils sont au cœur de la laïcité et de la société. La liberté, c'est la possibilité pour chacun de choisir ses convictions, de croire ou de ne pas croire, sans pression. Comme déjà cité, la loi du 9 décembre 1905 proclame la liberté de conscience et la liberté religieuse. Cette loi met fin au concordat instauré en 1802 qui régissait les relations entre l'État et les cultes. Avant 1905, l'État reconnaissait 4 cultes et participait à leur financement et organisation. Avec l'abolition du concordat, plus aucun culte n'est privilégié. L'État devient neutre et tous les cultes sont traités de manière égale.
Cependant, il y a eu des dérives historiques. Par exemple, le dualisme scolaire, financé par l'État pour certaines écoles religieuses, a créé des inégalités et des avantages historiques pour le culte catholique. Cette loi garantit que personne n'est favorisé ou discriminé en raison de ses convictions et protège aussi ceux qui n'adhèrent à aucune religion. La laïcité ne se limite pas à la France. C'est un principe universel qui s'inscrit dans les fondements juridiques et philosophiques élaborés autour de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, affirmant l'égalité et la liberté de tous les citoyens. La laïcité rend donc la société juste et harmonieuse. Elle transforme la devise liberté, égalité, fraternité en action concrète. Ainsi, grâce à la laïcité, nous pouvons vivre ensemble dans le respect et la solidarité, tout en protégeant nos droits individuels et collectifs. Et la laïcité à l'école, c'est vrai qu'elle n'est pas seulement un cadre juridique. C'est un principe essentiel qui permet à tous les élèves d'apprendre ensemble, peu importe leur origine ou leur croyance. Les articles L. 111.1 et suivants du Code de l'éducation rappellent clairement la mission de l'école. Transmettre les valeurs de la République et surtout le respect d'autrui. Le ministère de l'Éducation nationale insiste d'ailleurs sur un point. Le service public de l'éducation doit faire acquérir à chaque élève le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Cela montre que la laïcité n'est pas juste une règle qu'on doit suivre. C'est vraiment au cœur du projet éducatif. Grâce à elle, l'école devient un lieu d'émancipation où chacun peut développer son esprit critique et se construire sans aucune pression religieuse, politique ou sociale. Cette protection est essentielle. Elle garantit que personne n'est favorisé ou discriminé à cause de ses convictions. L'école crée ainsi un climat de respect mutuel indispensable pour apprendre à vivre ensemble et comprendre la diversité des opinions, des cultures et des croyances. Ce modèle ne s'applique pas seulement en France. Les écoles françaises à l'étranger, comme celle du réseau AEFE, dont notre lycée, suivent exactement les mêmes principes républicains pour former partout des élèves capables de vivre ensemble dans le respect et la tolérance. Pour mieux comprendre comment la laïcité se vit concrètement, nous avons posé une même question à des élèves de tous les niveaux au lycée français de Koweït. Qu'est-ce que la laïcité change pour toi dans la vie du collège ou du lycée? Pour moi, la laïcité, c'est qu'on peut être tous ensemble en classe sans que personne se moque de nous ou nous juge. L'école devient plus neutre. On ne parle pas de sujets qui pourraient créer des disputes. On se concentre sur ce qu'on apprend. La laïcité, ça m'aide à me sentir libre. Je sais que personne ne va m'imposer comment je pensais. Je peux réfléchir par moi-même. À cet âge, on commence à débattre beaucoup. Et la laïcité met un cadre. Tu peux donner ton avis tout en respectant les autres. Elle crée un espace plus égalitaire. En cours de MC, on peut échanger nos idées sans que nos opinions soient liées à notre identité. La laïcité évite que certaines convictions prennent trop de place dans les discussions. On se concentre sur les idées et les arguments. La laïcité garantit l'équilibre. On travaille ensemble, on débat, on ne cherche pas à convaincre ou influencer. C'est ce qui rend l'école réellement ouverte. Pour compléter ces témoignages, nous avons interrogé notre proviseur, Monsieur Gauthier, afin de mieux comprendre la laïcité dans la vie scolaire. Bonjour monsieur, comment la laïcité influence-t-elle le climat général de l'établissement? Alors la laïcité, elle fait partie de ce qu'on appelle le climat scolaire, c'est-à-dire pour préserver un bon climat dans un établissement, c'est-à-dire pour que les gens s'entendent bien, qu'il y ait du respect, que les élèves, les personnels et les usagers, c'est-à-dire y compris les parents d'élèves, puissent tous vivre ensemble et de façon harmonieuse dans un établissement. La laïcité fait partie d'un de ces leviers, parce que c'est un levier, nous, pour la neutralité. C'est-à-dire qu'en fait, la laïcité ici, ce n'est pas de promouvoir la laïcité, c'est de dire que tout le monde vient avec ses convictions, tout le monde a ses propres convictions, et tout le monde respecte tout le monde, quelles que soient ses convictions. C'est ça la neutralité laïque. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'apprendre, c'est-à-dire que la laïcité, c'est pour favoriser le vivre ensemble. Comment cette neutralité se traduit-elle concrètement dans votre rôle quotidien? Eh bien, elle se traduit déjà dans le respect de toutes les personnes et de toutes les croyances, de toutes les obédiences.
Elle se respecte aussi, elle s'applique dans le respect des personnes en tant que telles. C'est-à-dire qu'on vient ici au lycée français de Koweït avec ses propres opinions, ses propres idées, mais on les garde pour soi. Et ce qui permet de vivre ensemble sans avoir à faire état ni de ses idées politiques, ni de ses idées religieuses. Voilà, on est dans la neutralité bienveillante. Merci beaucoup pour ces éclairages. Comme on le voit, la laïcité n'est pas juste un principe légal. C'est un véritable outil éducatif qui façonne la vie scolaire au quotidien. Elle permet à tous les élèves de travailler ensemble sereinement, de développer leur esprit critique et de respecter les autres. Grâce à ce cadre, l'école devient un espace d'apprentissage, de dialogue et de citoyenneté. La laïcité y prend tout son sens. C'est exactement ce que nous voulions montrer. La laïcité est une réalité vécue par tous, chaque jour. Elle façonne nos échanges et notre quotidien. Après ce voyage à travers l'histoire et le quotidien de la laïcité en France, il est clair qu'elle n'est pas seulement un principe juridique. Elle façonne nos interactions et notre société. Être laïque, c'est apprendre à vivre ensemble dans la liberté, l'égalité et le respect de chacun. C'est ainsi que nous construisons une société juste et ouverte. Merci de nous avoir accompagnés dans ce podcast. À très bientôt pour un nouveau voyage civique avec Parlons Civisme. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Parlons Ensemble. Dans cet épisode consacré aux 120 ans de la laïcité en France, on revient sur une loi qui a profondément marqué l'histoire française, la loi du 9 décembre 1905, celle qui sépare les églises et l'État. Pourquoi on parle aujourd'hui? Parce que la laïcité est au cœur de beaucoup de débats, que ce soit à l'école, dans les médias ou dans la vie quotidienne. Et surtout, parce qu'on en parle souvent sans vraiment savoir ce que c'est. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment cette loi est née, ce qu'elle dit vraiment, comment elle influence notre vie aujourd'hui et pourquoi elle continue à faire des débats. Alors c'est parti, 120 ans de la laïcité en quelques minutes. Donc Ihab, dis-moi, comment on en est arrivé à 1905? Christos, le processus vers la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 a été une lutte prolongée entre la République et l'Église catholique, issue du Concordat de 1801, qui reconnaissait et soutenait les cultes par les lois Jules Ferry entre 1881 et 1882. La Troisième République lance le processus de laïcisation, rendant l'école gratuite, obligatoire et laïque, éliminant ainsi l'enseignement religieux et sécularisant le corps enseignant. Avec l'affaire Dreyfus, qui s'étale de 1894 à 1906, qui est un scandale judiciaire et politique majeur de la Troisième République, centré sur l'accusation d'espionnage portée à tort contre le capitaine Alfred Dreyfus, un officier français de confession juive. Elle a profondément divisé la France entre Dreyfusards, défenseurs de l'innocence et de la justice, souvent républicains et intellectuels, comme Émile Zola, et anti-Dreyfusards, défenseurs de l'honneur de l'armée, et souvent nationalistes et antisémites, qui met à jour la résistance d'une portion de la droite et du clergé face aux principes républicains. Les tensions se renforcent. Cela contribue à la consolidation du bloc des gauches au pouvoir. Sous la conduite d'Émile Combes, une politique anticléricale virulente est instaurée, menant à l'expulsion de multiples congrégations et à la cessation des relations diplomatiques avec le Vatican en 1904. Face à ce climat explosif, la loi de 1905, portée par Aristide Briand, est votée pour clarifier la situation et établir la neutralité de l'État, garantissant la liberté de conscience, tout en cessant de financer ou de reconnaître tout culte. Ainsi, quels sont les principes de la loi de 1905, Christos? La loi de 1905 contient 44 articles, dont les deux plus importants sont la première et la deuxième. D'abord, l'article 1. Il garantit la liberté de conscience. Ça veut dire que chacun est libre de croire, de ne pas croire, de changer de religion ou de n'en suivre aucune. L'État ne se mêle pas de ce que les individus pensent ou croient. Ensuite, il y a la libre pratique des cultes, tant qu'elle respecte l'ordre public. Les personnes peuvent pratiquer leur religion, se réunir, célébrer des fêtes, créer des associations culturelles. Cet article est important car il pose les bases de la liberté individuelle face aux religions. C'est aussi ce qui permet aujourd'hui à toutes les croyances de coexister en France sans discrimination. Puis il y a l'article 2.
En clair, l'État ne paie aucune religion, ne favorise aucune religion et reste totalement neutre. Il ne choisit pas un culte plutôt qu'un autre. Donc la laïcité, ce n'est pas l'interdiction des religions, c'est la garantie que toutes puissent exister sans privilège et que l'État reste impartial. Cet article protège l'équilibre entre toutes les croyances et évite que l'État prenne parti. Il assure aussi que l'espace public reste un lieu commun, ouvert à tous, quelles que soient les convictions de chacun. Alors Ihab, comment la laïcité permet-elle de garantir à la fois la liberté individuelle de conscience et l'égalité de tous dans une société diverse, tout en assurant la neutralité de l'État? J'aime vraiment cette question, elle est vraiment pertinente, Christos. La laïcité, bien au-delà d'une simple règle administrative, est le cœur battant de la vie sociale française, le mécanisme qui nous rend plus humains en organisant la rencontre des différences. Elle offre une double protection essentielle. À la fois, elle garantit que l'État reste neutre et que notre liberté de conscience est totale. Concrètement, cela signifie que chaque citoyen peut librement choisir de croire, de ne pas croire et de changer d'avis sans que l'État n'intervienne. Cette liberté fondamentale est le terreau de la diversité. Elle permet l'existence des lieux de culte, le port de symboles dans la rue et la pratique des rituels privés, tout en exigeant que lorsque nous entrons dans un espace public, comme l'école ou un service administratif par exemple, nous respectons une neutralité de façade pour garantir l'égalité de tous. En séparant clairement la politique du religieux, la laïcité assure que la loi civile prime pour tout, évitant ainsi que des pressions dogmatiques ou communautaires ne viennent dicter les règles de la société. Elle est l'outil indispensable qui nous permet de vivre ensemble, non pas en gommant nos identités, mais les faisant coexister pacifiquement sans un droit commun et universel. Donc Christos, comment la laïcité garantit-elle la liberté et l'égalité dans une société diverse? Bonne question. Aujourd'hui, la laïcité doit s'adapter à une France multiculturelle et multireligieuse. Elle soulève de nouvelles questions, comme comment concilier la liberté individuelle et la neutralité de l'espace public? Comment rester fidèle aux principes de 1905 face aux réalités modernes comme le numérique ou le travail entre entreprises? Certains voient la laïcité comme une protection assurant l'égalité et le respect des minorités, d'autres comme une contrainte sur certaines pratiques religieuses. Les débats concernent, par exemple, le port de signes religieux, l'organisation de fêtes ou l'accès aux services publics. La laïcité reste ainsi un outil vivant permettant à chacun de vivre selon ses convictions tout en préservant un cadre commun et respectueux pour tous. Pour conclure cet épisode, la loi de la laïcité n'est pas qu'un vieux texte de 1905, c'est un principe vivant qui protège la liberté de la conscience, garantit l'égalité entre les croyances et permet aux citoyens de vivre ensemble sans que l'État prenne parti. 120 ans plus tard, la loi continue d'évoluer. Les débats montrent qu'elle est toujours au cœur des grandes questions de notre société. La laïcité, ce n'est pas l'absence de religion, c'est la neutralité de l'État pour permettre à chacun d'être libre. Merci d'avoir écouté cet épisode. À la prochaine. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chronique de temps, le podcast où nous faisons revenir des figures historiques pour discuter du présent et du passé. Aujourd'hui, nous avons un épisode exceptionnel, la laïcité en France. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Jules Ferry, artisan de l'école laïque, et M. Aristide Briand, auteur de la loi de séparation Église-État de 1905. Messieurs, bienvenue en 2025. Bonjour, je dois dire que cette machine qui nous a fait arriver ici me dépasse. Et vos rectangles lumineux, c'est de la magie? Moi aussi, je suis impressionnée. Ces gens qui parlent dans ces petits rectangles, c'est fascinant et terrifiant à la fois. Ce sont des smartphones. Vous vous y habituerez. Mais parlons d'abord de vos époques. Jules, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à instaurer l'école laïque?
En fait, à mon époque, l'Église contrôlait l'enseignement. Les enfants apprenaient des prières avant de même savoir lire ou compter. Il fallait que l'école devienne un espace neutre pour former des citoyens capables de la réflexion indépendante. Et moi, un peu plus tard, il fallait résoudre les conflits permanents entre l'État et l'Église. Il fallait une loi claire pour garantir la liberté de conscience tout en maintenant la neutralité de l'État. Messieurs, pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment tout a vraiment commencé? Pourquoi la laïcité? En fait, revenons à la fin du 19e siècle. La France était un peu, disons, compliquée. L'Église contrôlait encore une grande partie de l'enseignement. On apprenait par cœur les prières avant de savoir lire ou penser. Et moi, je me suis dit, non, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut une école où l'enfant apprenne des savoirs et pas seulement des dogmes. Donc, vous vouliez enlever l'Église de l'école? En fait, non, pas l'enlever, mais simplement mettre en place une neutralité républicaine. L'État doit être neutre, et l'école aussi. Que tous les enfants catholiques, protestants, juifs, athées ou musulmans aient exactement les mêmes choses. Et moi, quelques années plus tard, la question était comment sécuriser ça juridiquement? Comment éviter que l'État favorise un culte par rapport à un autre? D'où la loi de 1905 qui établit clairement la séparation. Mais à cette époque, les résistances ont dû être énormes, non? Oui, bien sûr. Imaginez, certains curés dans les villages reculaient et criaient à l'hérésie. Et puis les parents, certains étaient très attachés à l'enseignement catholique et religieux. Je devais négocier, expliquer, argumenter pendant des heures. Des anecdotes? Bien sûr. Une fois dans un petit village, le maire m'a dit, Monsieur Ferry, si vous retirez les prières de l'école, les enfants vont se perdre. Et je lui ai dit, Monsieur le maire, il est vrai que sans prière, ils devront réfléchir par eux-mêmes. Mais croyez-moi, ils arriveront. Et moi, dans les années 1900, j'ai assisté à des débats parlementaires où des députés se lançaient dans des tirades interminables contre l'athéisme officiel de l'État. Je vous jure, on aurait dit une pièce de théâtre avec cris, rires et caricatures dans tous les journaux. Donc, ça a été à la fois politique et éducatif? Exactement. L'école est le cœur de la République. Si l'on ne forme pas les citoyens, on ne forme pas la nation. Et les élèves, comment réagissaient-ils? En fait, les enfants, certains ils étaient confus au début, surtout ceux qui avaient été élevés dans un cadre très très religieux. Mais très vite, ils se sont appris à lire, à écrire, à observer le monde. Que plusieurs découvraient ces fonctions et la science pour la première fois. Et parfois, certains instituteurs étaient un peu perdus, mais comment vais-je enseigner sans prière? Se demandait-il. On a dû organiser des formations, expliquer les programmes, montrer que la laïcité ne signifie pas interdiction d'apprendre ou de discuter des religions, mais simplement neutralité et liberté de conscience. Ah, je vois. Donc, ce n'était pas une attaque contre les religions, mais contre l'influence excessive dans l'école. Exactement. Ce mouvement souligne la neutralité, l'égalité et la liberté. Et les journaux, les caricatures? Oh, ça a été fantastique, des dessins de nous deux en train de jeter des prières à la poubelle, des gros titres dramatiques et certains députés réclamaient même notre arrestation pour hérésie. Oui,
Et moi, j'écrivais dans mes notes, si la République devrait survivre, il faut tenir bon et expliquer chaque jour, encore et encore. Et finalement, ça a commencé à apprendre. Oui, mais lentement. Une fois que les enfants ont commencé à apprendre la science, l'histoire, la citoyenneté, les familles ont vu que leurs enfants devenaient intelligents et libres de penser. Et moi, en 1905, j'ai pu compléter ce travail par une loi claire. L'État est neutre, mais les citoyens sont libres de croire ou de ne pas croire. C'est le fondement moderne de la laïcité. Messieurs, après tout ce que vous avez raconté sur le commencement, pourquoi était-ce vraiment indispensable? Pourquoi fallait-il instaurer la laïcité? Je prends ça, oui. Parce que, voyez-vous, la France du 19e siècle était vraiment comme les Anglais disent, patchwork. Les monarchistes, les républicains, les catholiques, tout le monde voulait imposer sa vision. Imaginez dans une classe un enfant catholique qui s'assoit à côté d'un juif ou protestant. Et l'instituteur enseigne un dogme religieux précis. Cela génère de la division et parfois de la méfiance. Donc la laïcité, c'était vraiment pour apaiser ces tensions? Exactement. L'école devait être un lieu commun, un espace où chacun peut apprendre et grandir sans crainte ni favoritisme. Ce n'était pas contre les religions, mais pour créer une société où l'égalité et la liberté sont respectées. Et quelques années plus tard, en 1905, la loi de séparation est venue renforcer cela et aussi que l'État devait rester neutre, mais chaque citoyen devait être libre de pratiquer sa religion ou de ne pas en avoir. La laïcité protège tout le monde, même ceux qui n'ont pas de religion. Je suppose que ce n'était pas évident pour tout le monde. Non, madame, certains instituteurs craignaient de perdre leur influence. Certains pensaient que l'école allait pervertir leurs enfants. Mais on a persisté. Parfois, je passais des journées entières à rencontrer des conseils municipaux, expliquer la loi, répondre aux inquiétudes, distribuer des traces explicatives. Vous avez des anecdotes? Oui, une fois dans un village du Nord, un instituteur est venu me voir. Monsieur Ferry, les enfants me demandent pourquoi ils ne prient plus. Je ne sais pas quoi répondre. Alors je lui ai dit, répondez-leur la vérité. L'école leur apprend à penser. Les prières peuvent venir de la maison. Ici, nous cultivons l'esprit. Et moi, à l'Assemblée en 1905, les débats étaient épiques. Députés hurlant, caricatures dans les journaux, caricatures ridicules avec des chapeaux pointus et des livres brûlés. Il fallait rester sérieux tout en gardant le sens de l'humour. Très bien, mais concrètement, comment cela s'est-il déroulé? Décrivez-nous étape par étape, s'il vous plaît. Tout commence avec la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme. La liberté de conscience est enfin proclamée. Mais il a fallu attendre presque un siècle pour que cela traduise dans les écoles. Donc, vos lois de 1881 à 1882 étaient un prolongement? En fait, exactement. Elles établissaient la gratuité, l'obligation et la laïcité. On retirait l'enseignement religieux et on introduisait l'instruction civique, les sciences, l'histoire et parfois même des petites excursions pour observer le monde. Les curés et certains parents ont dû être furieux. Certains, oui. Mais beaucoup ont compris qu'il s'agissait simplement de donner à leurs enfants les outils pour réfléchir et décider eux-mêmes.
Et ensuite, en 1905, la loi de séparation a clarifié les choses juridiquement. L'État ne reconnaît, ne finance ni ne subventionne aucun culte. Et aussi, les citoyens, eux, sont libres de pratiquer leur religion ou de ne pas en avoir. Les débats parlementaires et les caricatures. Euh, imaginez des députés criant pendant des heures, des caricatures de nous deux sur la première page de tous les journaux, parfois avec des bonnets ridicules ou des livres en feu, mais malgré tout, la loi a été adoptée. Hein? C'est quoi ce truc-là? Peut-être c'est un peu de dessert, mais bizarre. Non, c'est un peu bizarre, ouais. Monsieur, qu'est-ce que vous avez vous avez mangé quoi maintenant? Ah, ce truc-là, ouais. Le blanc. Monsieur Ferry, c'est un objet technique, c'est pas une sucrerie? Ça va? Jules, ça va? A few moments later. Alors, messieurs, vous voilà projetés en 2025. Premier choc, la France moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je suis impressionnée. Les villes sont immenses, les choses roulantes presque silencieuses, et ces machines portables que tout le monde tient dans leurs mains. C'est quoi ce truc, ça? Je crois que vous appelez ça des smartphones? Smartphones? À mon époque, si un enfant avait un livre, c'était un trésor. Oui, et moi, je suis fascinée par ces réseaux sociaux. Vous vous disputez, vous argumentez, vous caricaturez, et souvent pour des choses qui étaient déjà prévues dans notre loi de 1905, je me demande parfois, tout cela est-il vraiment nécessaire? Vous trouvez ça trop compliqué? Disons que c'est un peu surprenant. Les élèves de 2025 ont accès à tellement d'informations qu'ils oublient parfois l'essentiel, réfléchir, comprendre, analyser. Surtout avec le robot et IA, oui. Quand je vois certains jeunes manifester pour des raisons presque absurdes, je pense si seulement ils comprenaient la logique derrière la laïcité. Et le langage, tout est abrégé, comme LOL, BRB, DM. À mon époque, on écrivait des lettres de plusieurs pages pour expliquer nos idées, et on s'asseyait et on réfléchissait et on débattait pendant des heures. Vous trouvez que ça a changé la façon dont on communique actuellement? Complètement. Mais il y a aussi des avantages. Les enfants peuvent apprendre sur le monde en un instant. Quand j'étais jeune, découvrir un pays étranger demandait des mois. Là, vous ouvrez un écran et tout est là. Oui, mais attention, la rapidité ne remplace pas la profondeur. La laïcité, c'est aussi comprendre, débattre et respecter les opinions diverses. Et parfois, je me demande si ces valeurs sont encore bien comprises. Qu'est-ce qui vous choque le plus maintenant? Les débats sur les signes religieux à l'école. Dans mon temps, nous pensions simplement neutralité et égalité, en fait. Et aujourd'hui, ça semble devenir un sport national de discuter pour savoir qui peut porter quoi.
Et, et ces élèves qui se plaignent de devoirs, à mon époque, certains enfants faisaient leurs devoirs sous la lumière d'une bougie après avoir marché des kilomètres pour aller à l'école. Donc, vous êtes impressionné, mais un peu déconcerté? Oui, impressionné par la technologie, les possibilités, déconcerté par certaines habitudes et comportements. Et je dois avouer, ces débats en ligne, ces forums où chacun peut écrire ce qu'il veut, c'est fascinant, mais parfois terrifiant. Et si la neutralité et la liberté de conscience ne sont pas bien comprises, le chaos peut naître très vite. On va prendre note. Et puis, je vois aussi beaucoup de jeunes qui se mobilisent pour des causes, parfois injustement, parfois avec beaucoup de cœur. Cela me rappelle que l'éducation doit être toujours vivante. Et que, et que la laïcité, comme tout principe, n'est pas figée. Elle doit être expliquée, réinterprétée et défendre même en 2025. Donc, votre sentiment global? C'est un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté de voir que notre travail a vraiment, vraiment duré pendant ces années et inquiétude de voir qu'il peut être mal compris ou simplifié d'une manière vraiment malheureuse. Oui, mais je reste optimiste. La laïcité est vivante et tant que des citoyens, des enseignants, des parents et des élèves la défendront, elle survivra. Conclure, messieurs, quel message voulez-vous transmettre à la France aujourd'hui? En fait, la laïcité n'est pas un combat contre quelqu'un, c'est une garantie pour tous. Elle permet à chaque enfant d'apprendre, de comprendre et de devenir citoyen. Exactement, la laïcité n'est pas une arme ou une contrainte. Euh, c'est un cadre de paix, un espace où chacun peut croire ou ne pas croire sans peur. Et avez-vous des conseils pour les jeunes de 2025? Oui, apprenez, questionnez, discutez, réfléchissez. L'école vous offre la liberté de penser. Ne la laissez pas passer sans vous en servir. Et souvenez-vous, la liberté de conscience est fragile. Elle se défend tous les jours dans vos choix, dans vos débats et dans vos gestes quotidiens. En outre, un mot également pour les enseignants. Continuez à transmettre, à inspirer. Vous êtes les garants de la République et de l'esprit critique. Et surtout, rappelez aux élèves que la neutralité de l'État ne veut pas dire l'absence de valeurs. Au contraire, elle garantit le respect de tout. Et pour nos auditeurs, lisez, questionnez, informez-vous. La laïcité est un principe vivant. Elle demande compréhension et engagement. Et n'oubliez pas, la laïcité protège la liberté et sans elle, aucune autre liberté n'est possible. et monsieur, les auditeurs m'ont demandé de vous montrer une vidéo sur une application populaire qui est TikTok. Pouvez-vous commenter sur cette vidéo courte? Et c'est quoi cette absurdité? Comment le chat, il joue du piano? C'est quoi cette absurdité? Comment ils utilisent l'IA? Oui, l'IA? Oui, oui, monsieur. De façons absurdes. C'est quoi cette absurdité? Vous avez finalement découvert Netflix, monsieur Briand? Oui, juste maintenant. Et voilà, chers auditeurs, notre voyage dans le temps touche à sa fin.
nous avons eu la chance incroyable de rencontrer deux géants de l'histoire française, Jules Ferry et Aristide Briand. Nous avons pu finalement comprendre comment la laïcité est née et pourquoi elle est indispensable et comment elle continue de protéger chacun d'entre nous, même aujourd'hui. La laïcité n'est pas un simple mot dans un livre ou une loi oubliée. C'est un principe vivant, un cadre qui permet à tous de vivre librement, de croire ou de ne pas croire, et surtout de réfléchir par soi-même. Merci à vous, auditeurs, d'avoir voyagé avec nous à travers les siècles. Merci d'avoir écouté, partagé et pris le temps de réfléchir à ces valeurs qui continuent de façonner notre société. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez vos impressions et surtout, souvenez-vous que l'histoire est toujours là, prête à nous parler et à nous apprendre et parfois à nous surprendre. C'était Chronique du futur, le podcast où le passé rencontre le présent. À très bientôt pour une nouvelle aventure à travers le temps. Merci. Et si je vous disais qu'une loi vieille de 120 ans organise encore nos libertés, nos écoles, notre quotidien, sans qu'on s'en rende compte? 120 ans, c'est plus vieux que Google, TikTok et même vos parents. Bienvenue dans 120 ans de laïcité, liberté en partage avec Parsina et Hannah. Attachez vos écouteurs, on part pour un voyage à travers l'histoire, les idées et nos salles de classe. On entend souvent le mot laïcité. On le voit sur des affiches, dans les manuels, et ça a l'air super sérieux. Mais en vrai, la laïcité, c'est surtout une liberté. La liberté de croire, la liberté de ne pas croire, la liberté d'être en mode « j'ai pas encore décidé ». Et oui, même pendant un contrôle de philo. Surtout pendant un contrôle de philo. La loi du 9 décembre 1905 dit deux choses essentielles. 1. Liberté de conscience. Et 2. Libre exercice des cultes. Et surtout, la neutralité de l'État. En gros, l'État ne dit pas quoi croire. Et aucune religion ne dit quoi faire à l'État. C'est carré, c'est simple, c'est juste. Allez, on remonte le temps. Première étape, la Renaissance. C'est là que l'humanisme apparaît et dit « Et si on mettait l'être humain au centre ?» Une idée qui était franchement révolutionnaire. Puis débarquent les philosophes des Lumières. Voltaire, Rousseau, Diderot. Des gens qui ont clairement inventé le « on n'est pas d'accord, mais on réfléchit ». Ils défendent la tolérance, la raison et la liberté de penser. Ensuite, la Révolution française. C'est là qu'on pose la phrase qui change tout. Tous les citoyens sont égaux. Peu importe leurs croyances, leur origine ou leurs convictions. Et au XIXe siècle, on lâche la bombe éducative. École gratuite, école obligatoire, école laïque. C'est le trio magique. Et tout ça nous amène en 1905, la grande séparation des églises et de l'État. Une décision mûrie, réfléchie, logique. Pas un truc improvisé à 7h du matin avec un café. 120 ans après, pourquoi on parle encore de laïcité? Elle n'est pas fatiguée? Non, parce que nous, on évolue. La société change, les religions évoluent, les cultures se mélangent. Et pour vivre ensemble sans se marcher dessus, il faut un cadre commun, neutre et protecteur. La laïcité ne dit jamais « tu dois être comme ça ». Elle dit plutôt « sois comme tu veux, mais respecte les autres ». C'est un peu le pacte de paix du quotidien. Et à l'école, c'est encore plus important. L'article L111.1 du Code de l'éducation dit que l'école transmet l'égalité, la dignité, la liberté de conscience et la laïcité. Et ça marche même dans les lycées français à l'étranger. La laïcité, elle prend l'avion. Imagine une classe, 30 élèves, 30 cultures, 30 façons de comprendre le monde. Certains fêtent Noël, d'autres Pâques, d'autres Ramadan et d'autres rien du tout. Certains prient le matin, d'autres le soir, d'autres jamais. Et pourtant, dans la même salle, on apprend, on rit, on révise, on stresse avant les contrôles. Et tout ça sans imposer quoi que ce soit aux autres. Ça, c'est grâce à la laïcité. Un espace neutre où chacun peut être soi-même sans influencer ou juger les autres. C'est comme un surveillant. Mais un surveillant sympa. Il ne surveille pas vous, il surveille que personne ne vous embête. La laïcité protège tout le monde. Les croyants, les non-croyants et les « je suis encore en train de réfléchir ». La laïcité, c'est l'air qu'on respire tous. Un espace où chacun est libre. Un espace où personne n'a peur d'être lui-même.
Parfois, on croit que la laïcité interdit la religion. Spoiler, non. Tu savais que la loi de 1905 a été adoptée après des décennies de conflits entre l'Église et l'État? Oui, et c'est ce qui explique pourquoi la loi insiste sur la séparation stricte. Exact. Elle ne limite pas la religion, mais elle empêche toute ingérence religieuse dans la politique et les affaires publiques. Donc l'État reste neutre et les citoyens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Oui, et autre fait, tous les fonctionnaires sont tenus de respecter cette neutralité, que ce soit dans leur comportement ou dans l'apparence visible de symboles religieux. Ça montre vraiment combien la loi voulait créer un équilibre entre liberté individuelle et cohésion sociale. Mais tu imagines si la laïcité avait un compte Instagram? Hashtag pas de croix au bureau, hashtag liberté de conscience, hashtag emoji neutre. Ou une story. Aujourd'hui, j'ai survécu à un débat politique avec ma famille sans mentionner la religion. Et le lendemain, notification, rappel, respect de la neutralité obligatoire, même au brunch dominical. Franchement, ça serait le buzz. Même les lycéens y prêteraient attention. Moralité, la laïcité sérieuse, mais avec un côté un peu comique. La France en un mot. La laïcité, ce n'est pas une règle froide, c'est une liberté vivante, une construction patiente. Une valeur qui nous permet d'être différents ensemble, de penser autrement sans se battre, de croire ou de ne pas croire sans pression. Merci d'avoir célébré avec nous les 120 ans d'une valeur qui protège chacun pour protéger tout le monde. C'était Hannah et Parsina pour un podcast où la liberté s'écoute. Ciao! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau podcast. Nous nous penchons aujourd'hui sur un pilier de la République française qui est la laïcité. Cette année, la France célèbre les 120 ans de la loi sur la laïcité, un anniversaire qui marque une étape importante dans toute l'histoire de ce principe. En France, ce principe fondamental pour le vivre ensemble est au cœur de nombreux débats. Alors, pourquoi cette loi a été mise en place selon vous? Eh bien, je vous explique. La laïcité en France commence avec la loi du 9 décembre 1905. À cette époque, l'État et l'Église catholique étaient souvent en conflit. L'Église avait beaucoup d'influence dans la société, mais la République voulait construire un État neutre où chacun pouvait vivre sa religion librement, sans pression. La loi de 1905 a donc été créée pour mettre fin à ces tensions et organiser clairement la séparation entre l'État et les religions. Abordons maintenant les premiers et deuxièmes articles de cette loi. Donc, le premier article de cette loi est très important. Il dit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. En mots simples, cela signifie que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire et que chacun peut pratiquer sa religion tant que cela ne trouble pas l'ordre public. La loi ne défend pas une religion particulière, elle protège toutes les croyances de la même manière. Le deuxième article, quant à lui, est tout aussi essentiel. Il dit que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cela veut dire que l'État ne finance pas les religions et ne choisit pas une religion officielle. Les religions doivent donc s'organiser et se financer entre elles. Cela implique aussi que les fonctionnaires doivent être neutres. Par exemple, un professeur ou un policier ne doit pas afficher ses préférences religieuses pendant son travail. Grâce à ces deux articles, la France devient un pays où l'État est totalement séparé des religions, mais où la liberté religieuse est garantie.
Les articles suivants de la loi expliquent plus en détail comment appliquer cette séparation. Gestion des bâtiments religieux, organisation des associations religieuses, protection de l'ordre public pendant les cérémonies, etc. En résumé, la loi ne cherche pas à supprimer les religions, au contraire, mais à mettre de l'ordre et à permettre à tout le monde de vivre ensemble dans le respect. Donc, après 1905, la laïcité va évoluer en France. Dans l'ensemble du pays, la loi s'applique sauf en Alsace-Moselle, car c'est une région qui appartenait à l'Allemagne en 1905. Donc là-bas, ce sont encore aujourd'hui les prêtres, les pasteurs et les rabbins qui sont payés par l'État, ce qui constitue une exception. Au fil du XXe siècle, la société française devient aussi plus diverse, avec l'arrivée de nouvelles religions. La laïcité doit donc s'adapter à une société plus multiculturelle. À partir des années 1980, de nouveaux débats apparaissent autour de la laïcité, surtout à l'école. En 1989, l'affaire du voile à Creil lance une grande discussion sur les signes religieux portés par les élèves. Ces débats aboutissent à la loi de 2004 qui interdit les signes religieux visibles dans les écoles publiques. L'idée est donc de protéger la neutralité de l'école afin qu'elle reste un lieu où les élèves peuvent apprendre sans pression religieuse. Au cours des dernières années, plusieurs lois viennent compléter ou renforcer la laïcité. En 2010, une loi interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, ce qui concerne notamment la burqa et le niqab. En 2021, la loi dite séparatisme renforce encore certains aspects contrôle des associations religieuses, neutralité renforcée pour les agents qui travaillent dans les services publics et plus de transparence sur le financement des cultes. Tout cela montre que la laïcité continue d'être un sujet important et qu'elle doit s'adapter aux défis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la laïcité en France repose toujours sur deux idées essentielles: la liberté pour chacun de ses croyances et la neutralité de l'État. Elle permet à tous de vivre ensemble, même si nous n'avons pas les mêmes religions, les mêmes traditions ou les mêmes opinions. Certains pensent que la laïcité doit être plus stricte, d'autres qu'elle doit être plus souple, mais dans tous les cas, elle reste le principe central pour garantir l'égalité et le respect entre tous les citoyens. Et voilà, c'est la fin de ce podcast et on se retrouve prochainement. Bonne journée et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de AMOTV. 1905 jusqu'à 2025, la laïcité, un héritage vivant. Aujourd'hui, nous allons revisiter l'un des moments les plus intenses de l'histoire politique française, la naissance de la loi du 9 décembre 1905. Une loi vieille de 120 ans, mais qui continue de structurer notre vie quotidienne. Pour en parler, je suis avec Dr Émile Laroche, historien de la Troisième République. Bonjour Émile. Bonjour Paul. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez découvrir que cette loi n'est pas née dans le calme, mais dans le choc frontal. Émile, plante le décor pour nous. Nous sommes en juin 1905. Il fait lourd. L'Assemblée est pleine à craquer. À gauche, les radicaux derrière Clémenceau, prêts à tout pour défendre la laïcité. À droite, les catholiques conservateurs, outrés, convaincus que cette loi va détruire la France. Et au centre, Aristide Briand, calme mais déterminé, qui avance le projet. Ce jour-là, c'est un choc politique total.
Monsieur, la République ne combat aucune foi. Elle protège la liberté de conscience pour tous. Elle ne reconnaît aucun culte pour mieux protéger tous les cultes. Ce que vous faites, c'est arracher la France à son âme. Vous voulez une nation sans Dieu? Je ne détruis rien, je libère l'État. Je le rends neutre pour que personne ne soit favorisé ni discriminé. Non, vous créez un État qui réunit ses racines. Vous pensez garantir la liberté et vous préparez la division. Ce que je retire, monsieur, ce sont des privilèges, pas des libertés. Et vous appelez cela le progrès? J'appelle cela rendre la France à elle-même. Quelle intensité! On sent vraiment que c'était un moment décisif dans l'histoire française. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une loi technique, c'est une loi identitaire. Une loi qui disait l'État appartient à tous, pas à une seule religion. Et maintenant, 120 ans plus tard, la laïcité continue d'organiser notre vie collective. Comment expliquer que cette loi reste aussi essentielle en 2025? Parce qu'elle répond à la question la plus moderne qui soit, comment faire cohabiter des gens qui ne pensent pas pareil? La laïcité crée un cadre où l'État reste neutre pour que les individus puissent être libres. Et on oublie souvent ce point-là. La laïcité n'interdit pas les croyances. Elle empêche simplement que l'une prenne le dessus sur les autres. Exact. Et aujourd'hui, les malentendus sont plus nombreux à cause des réseaux sociaux. Beaucoup pensent que la laïcité dit « ne crois pas », alors qu'en vrai, elle dit « crois ce que tu veux, mais l'État ne choisira jamais à ta place ». Et ça évite qu'un débat se transforme en conflit identitaire. Parce qu'avec la laïcité, le débat redevient calme, rationnel et respectueux. Et en plus, dans un lycée français, la laïcité devient fondamentale. On a des élèves de cultures très différentes et pourtant tout fonctionne. Personne ne juge, personne n'impose quoi que ce soit. Et c'est exactement ça. L'école française n'est pas un lieu où on t'interdit d'avoir une identité, c'est un lieu où tu n'es jamais forcé d'en défendre une. Et ça change vraiment tout. On accueille maintenant Mathéo, élève dans un lycée public laïque à Lille. Salut Mathéo. Oui, bonjour, je m'appelle Mathéo et je suis étudiant à Lille. Alors, première question. Est-ce que toi, tu ressens vraiment la laïcité dans ton lycée? Est-ce que tu sens qu'elle existe au quotidien? Oui, vraiment. Pour être honnête, c'est quelque chose qu'on remarque pas toujours parce qu'on est habitué. Mais quand on prend du recul, tu vois que c'est la base. Genre, personne ne te demande ce que tu crois, personne ne t'impose rien. Il y a un respect naturel entre les élèves et je pense que c'est grâce à la laïcité. Ah bah, c'est très bien. Et pourquoi, selon toi, c'est important que les écoles et les facs soient laïques en France? Ouais, parce que moi, personnellement, je suis à Lille. C'est l'endroit où tu apprends à vivre avec des gens très différents. Si chacun a amené sa religion pour convaincre les autres, ça serait vite ingérable. Puis la laïcité, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Ça nous permet à nous de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire apprendre, se respecter, débattre. Et franchement, sans la laïcité, je pense qu'il y aurait des tensions. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette interview, Mathéo. Et maintenant, passons à l'interview d'un chef d'établissement d'un lycée français à Lyon. Merci de m'accueillir. Je suis Marc Delécluse, proviseur du lycée Jean Moulin à Lyon. Je m'assure chaque jour que mon établissement soit un lieu où les valeurs républicaines, et en particulier la laïcité, sont comprises et respectées par tous. Alors, la question est donc, d'après vous, la laïcité est-elle vraiment quelque chose de fondamental en France et existe-t-elle vraiment dans votre établissement? Oui, la laïcité est vraiment fondamentale en France. Elle garantit la liberté de conscience et fait de l'école un lieu où chacun est accueilli de manière égale. Elle permet d'éviter les tensions liées aux convictions personnelles et crée un cadre serein, centré sur l'apprentissage et le respect. Grâce à la laïcité, les élèves se sentent inclus et ne sont pas séparés ou stigmatisés en fonction de leurs croyances. Dans mon établissement, elle est bien présente. Nous prenons le temps de l'expliquer, de l'appliquer et d'accompagner les élèves pour qu'ils en comprennent pleinement le sens. Parfait, merci beaucoup monsieur le proviseur. Et à travers ces témoignages, monsieur Laroche, on vient de voir que la laïcité n'est pas un vieux texte oublié, c'est un cadre vivant qui organise notre liberté. Et comme en 1905, son objectif reste le même, permettre à chacun d'être soi-même sans écraser l'autre. Et alors, avec ça, merci de nous avoir suivis pour cette émission très spéciale pour les 120 ans de la laïcité. À très bientôt et suivez-nous avec notre prochain podcast sur la 4e République. On croit tous savoir ce que ça veut dire le mot laïcité. Pour beaucoup, c'est une liste d'interdits, un catalogue de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais permettez-moi d'avoir un doute.
Et si en réalité c'était l'inverse? Et si c'était le code secret de notre liberté? Le texte de référence dit que la loi de 1905 est un cadre commun qui protège les libertés. Et pour comprendre comment on est passé d'une religion d'État à un espace public neutre, je n'ai pas seulement regardé la loi. J'ai dû remonter le fil de l'histoire et croyez-moi, le dossier est bien rempli. Donc, bienvenue dans ce podcast. Premier dossier ouvert, la Renaissance. C'est le point de départ intellectuel. On est au XVIe siècle, des penseurs comme Erasme ou Montaigne portent un mouvement qu'on appelle l'humanisme. C'est fondamental car pour la première fois, on commence à dire que l'être humain est capable de réfléchir par lui-même sans que l'Église ne décide de tout pour lui. C'est la naissance de l'esprit critique. Ensuite, il y a un bond en avant décisif au XVIIIe siècle, les Lumières. Là, il faut citer des noms incontournables. Il y a Voltaire, bien sûr. Il s'est battu toute sa vie contre le fanatisme religieux. On pense justement à l'affaire Calas. Il y a Diderot et Rousseau. Leur combat, c'était l'émancipation. Ils veulent séparer la foi qui est privée de la loi qui est pour tout le monde. C'est ce mouvement intellectuel global, commun aux grandes démocraties, qu'on appelle le sécularisme. Dans mes recherches, j'ai noté que même si chaque pays a son histoire, l'objectif est le même. L'indépendance de la puissance publique face aux églises. Mais en France, ça va prendre une forme plus spécifique. Ça s'accélère avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme. Mais c'est surtout à la fin du XIXe siècle que tout se joue. En disant ça, je pense à un lieu en particulier, à l'école. Avant même la loi de 1905, il y a des lois scolaires des années 1880. Ici, le personnage clé, c'est Jules Ferry. C'est lui qui rend l'école gratuite, obligatoire et laïque. On enlève l'instruction religieuse à l'école pour la remplacer par l'instruction morale et civique. L'idée n'est pas de chasser la religion, mais de créer un espace neutre pour les enfants. C'est une étape cruciale. On ne peut pas créer de citoyens libres si on ne forme pas des esprits libres dès l'enfance. J'en arrive maintenant à la pièce maîtresse du dossier, le 9 décembre 1905, la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Ce n'est pas une loi qui est tombée du ciel, non. Elle a été portée par des députés brillants comme Aristide Briand, qui voulait une loi d'apaisement, et elle a été soutenue par Jean Jaurès. Que dit-elle exactement? J'ai le texte sous mes yeux. Elle affirme deux grands principes qui marchent ensemble. Premièrement, la liberté de conscience. C'est l'article 1. L'État garantit que tu peux croire, ne pas croire ou changer d'avis. Deuxièmement, le libre exercice des cultes. Les croyants sont protégés. Mais pour que cela tienne, il faut l'article 2. Selon moi, c'est le plus important. La neutralité. Je cite, « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est la fin du concordat. L'État coupe le cordon financier. Il n'a plus de religion officielle. L'État devient un arbitre impartial et neutre. C'est grâce à cette neutralité que l'égalité entre tous les citoyens, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs, athées, est réelle. Et c'est ce qui garantit l'ordre public et la fraternité. » Alors, en 2025, qu'est-ce qu'il nous reste de tout ça? Eh bien, tout. Surtout au lycée et au collège, le Code de l'éducation reprend ses principes. La mission de l'école est de transmettre ces valeurs de la République. Mais pourquoi insister autant? J'ai réfléchi. Si la laïcité est au cœur de l'école, c'est pour garantir ce que le texte appelle le respect de l'égale dignité des êtres humains. Dans ma classe, je ne me définis pas par ma communauté. Je suis un élève citoyen. La neutralité de l'école, c'est ce qui me permet de forger ma propre opinion sans pression. C'est un modèle tellement fort qu'il dépasse nos frontières. J'ai découvert qu'il s'applique aussi au réseau de l'enseignement français à l'étranger, l'EFE. Ça prouve bien que ce n'est pas juste une exception française, mais c'est une vision universelle de la liberté. Pour refermer ce journal de bord, je dirais ceci. On nous présente la laïcité comme une contrainte,
Mais l'histoire nous a montré que c'était justement l'inverse. De l'humanisme de la Renaissance à Aristide Briand en 1905, c'est un mouvement d'émancipation. La laïcité nous permet de vivre ensemble avec nos différences sans s'entretuer, en étant tous égaux devant la loi bien sûr. Ce n'est pas un glaive, c'est un bouclier. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Oh là là, tu te souviens d'un soirée d'hier? Oui, c'était énorme. Ok, stop. Parlons de quelque chose de plus sérieux. On va maintenant parler de la laïcité. Attendez, c'est quoi la laïcité déjà? Alors la laïcité, c'est le principe de garantir à chacun la liberté de conscience, d'imposer la neutralité de l'État et d'assurer l'égalité de tous devant la loi. Ça nous permet alors de vivre ensemble, dans le respect des différences, sans favoriser ni discriminer les autres. Ah, donc c'est super important. Et je crois que ça se divise en 3 principes, non? Oui, ça se divise en 3 principes. Premièrement, la liberté de conscience. Deuxièmement, la neutralité de l'État. Et enfin, l'égalité pour tous devant la loi. Mais par contre, sais-tu d'où provient l'origine de la loi laïque? En effet, tout commence à la Renaissance avec des penseurs qui ont défendu la liberté de penser et l'indépendance des États par rapport aux religions. Elle a été officiellement instaurée en France en 1905 et cette année, nous célébrons les 120 ans de la laïcité. Commençons alors par le premier principe, la liberté de conscience. Après avoir ajouté la scène de la cantine, on peut expliquer que cette situation illustre parfaitement le principe de la liberté de conscience. Dans notre scénario, l'élève demande simplement un menu alternatif parce qu'elle ne mange pas certains aliments pour des raisons personnelles. Ce qui est important ici, c'est que l'école ne cherche pas à savoir pourquoi elle ne mange pas ce plat. Ça peut être lié à la religion, à l'éthique, à la santé ou même à une conviction personnelle. La laïcité protège justement ce droit, car chacun est libre de ses croyances et de ses choix et de ses valeurs, tant qu'il respecte les règles communes. On voit aussi que l'école propose une alternative ouverte à tous les élèves, ce qui évite toute discrimination. Personne n'est favorisé, personne n'est pointé du doigt. Le menu végétarien est une option qui respecte les différences tout en restant universelle. Ce cas montre comment la laïcité n'est pas seulement une interdiction, c'est aussi une manière de garantir le vivre ensemble, en permettant à chacun d'exprimer sa personnalité sans créer de conflit. Votez pour X, Y, Z, défendons la... Madame, c'est pas interdit de parler des opinions politiques personnelles dans une école publique? Dans notre deuxième scénario, qui se déroule cette fois dans un contexte scolaire, on a montré un professeur portant un signe ou un slogan politique en classe. Ce cas sert à illustrer le principe de neutralité. À l'école, les enseignants représentent l'État. Même s'ils ont leur opinion personnelle, ils ne peuvent pas les afficher pendant leur service, car cela risquerait d'influencer les élèves ou de créer un malaise. La neutralité, ce n'est pas empêcher les professeurs d'avoir des idées, c'est simplement séparer leurs convictions privées de leur rôle professionnel. Grâce à cette règle, tous les élèves, quelle que soit leur culture, leur religion, leur famille ou leurs opinions, peuvent se sentir respectés et en confiance dans la salle de classe. L'école est un espace commun où chacun doit être traité de manière équitable. Ce scénario montre une situation simple et sans conflit. Il suffit d'un rappel calme pour que le professeur retire son accessoire. Rappelons qu'il représente un service public et qu'il doit rester neutre. La laïcité garantit ainsi un gouvernement scolaire serein où personne ne se sent jugé ni influencé. Le troisième scénario illustre le principe d'égalité, appliqué cette fois aux règles scolaires. On a montré une situation où 2 élèves vont tricher lors d'un contrôle. Ce qui est intéressant ici, c'est de comparer les 2 cas.
un élève dit lambda, et l'autre qui est très populaire, celui qui est toujours mis en avant ou qui a un rôle important dans la vie du collège ou du lycée. Dans les deux cas, la sanction devrait être exactement la même, mais elle ne l'est pas. La laïcité, en plus d'être un principe religieux, est aussi un principe juridique qui garantit que les règles s'appliquent à tout le monde sans exception. Personne n'est favorisé en raison de sa position sociale, de son influence, ni même de sa relation avec les enseignants. Cette égalité renforce alors le sentiment de justice au sein de l'école. Les élèves vont alors savoir que les règles ne dépendent pas des personnes, mais des faits. Ce scénario rappelle que la laïcité, ce n'est pas seulement lié aux croyances, mais c'est aussi une valeur qui protège l'équité, la confiance et le bon fonctionnement du vivre ensemble dans la communauté scolaire. Finalement, d'après ces 3 scénarios précédents, qu'en pensez-vous de la laïcité? Pour moi, c'est surtout le respect des différences sans créer de conflits. Moi, je retiens que c'est un cadre pour que l'école reste juste et fiable pour tous. Et moi, je pense que la laïcité, c'est la liberté individuelle et les règles communes, mais appliquées à tous de même manière, égale. Oui, ça nous montre que même dans la vie quotidienne à l'école, la laïcité protège tout le monde et permet de vivre mieux ensemble. Bref, c'est sérieux, mais ça rend la vie scolaire plus simple et plus juste. Bon, revenons aux blagues. Oui.